Eh bien, bonjour à tous. Je suis Géraldine Prudhomme, comme vous l'avez vu, et donc je suis accompagnée aujourd'hui d'Arnaud. Bonjour à tous. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas VML, on fait partie du groupe WPP, et vous nous connaissez peut-être sous un autre nom, parce que ça fait des années qu'on fusionne les agences. Donc, la Walter Thompson, Young Rubicam, Wonderman, et donc aujourd'hui VML, on est un leader mondial de la communication, mais on est aussi en France, à Paris et à Toulouse. Et aujourd'hui, notre mission, c'est d'accompagner les marques à se connecter à leurs clients au service de la croissance. Et on fait tout ça autour de 3 piliers que sont la brand experience, la customer experience et le commerce. Et voilà. Et je laisse du coup Arnaud nous présenter Yoplait en quelques mots. Ouais, je vais vous présenter Yoplait. Donc, vous connaissez tous Yoplait, en tout cas les marques de Yoplait. Donc, Yoplait, on a été fondé en 1965 par une coopérative. Je ne sais pas si vous connaissez la coopérative Sodial, mais c'est la plus grosse coopérative d'éleveurs laitiers en France. On fait aussi les laits Candia ou les fromages Entremont. Et donc, on est évidemment super fiers d'appartenir à un modèle coopératif où 100% de nos bénéfices sont reversés à nos éleveurs, à nos agriculteurs qui sont nos actionnaires. Donc c'est un modèle forcément un petit peu différent de nos concurrents et qui nous différencie sur le marché. On a 3 sites de production en France, 1250 collaborateurs en France, en Angleterre, en Irlande, et on fait 780 millions de chiffre d'affaires hors franchise, parce qu'on a aussi un gros modèle de franchisé dans le monde, puisque Yoplait, on est aussi présent aux États-Unis, en Corée, en Australie, Israël, etc. Dans l'ADN de Yoplait, c'est évidemment l'innovation, puisque Yoplait, on a été à l'origine de pas mal de segments de marché dans une catégorie qu'on appelle l'ultra frais, donc les yaourts pour faire simple et parler en langage consommateur. Donc on a créé les yaourts à boire en 74 avec Yop, on a créé les yaourts aux fruits avec Panier de Yoplait, on a créé les yaourts en tube dans les années 90 avec Petit Filou. On a créé le segment des spécialités laitières avec Perle de lait, années 90 aussi. Plus récemment, le Skyr. On est leader du Skyr aujourd'hui. On a plus de 50% de part de marché sur le Skyr, qui est vraiment le segment en croissance sur la catégorie de l'ultra frais. Et on a lancé cette année une innovation dont on est super fier, qui est Yoplait en brique, et donc qui permet donc nouveau format, nouvel usage, et qui permet de réduire de 50% les emballages par rapport à un pot classique. Et donc prochain slide sur le e-commerce pour vous dire un petit peu l'importance du e-commerce chez Yoplait et plus généralement dans la grande consommation. Donc, le e-commerce, pour nous, c'est 11% des ventes. Donc, c'est toujours petit, puisque 90% des ventes sont toujours faites en magasin, évidemment. Mais ça devient une part de plus en plus significative. Elle est plus significative encore sur d'autres géographies. Donc, je m'occupe aussi du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, c'est 1/4 de nos ventes, donc évidemment beaucoup plus stratégique. On est sur une géographie un peu plus mature que la France, avec aussi un portefeuille produit qu'on a là-bas qui est beaucoup plus tourné vers les familles, donc on a cette affinité e-commerce qui est d'autant plus forte que ce qu'on a en France. Et on a une croissance du e-commerce qui est très forte, puisque vous voyez en 5 ans, là je vous ai mis les chiffres pré-pandémie, donc 2019 jusqu'à maintenant, 2024, on a quasiment doublé notre chiffre d'affaires e-commerce, donc énorme opportunité pour Yoplait d'un point de vue croissance, qui n'est pas forcément que de la croissance incrémentale, évidemment il y a un gros shift de chiffre d'affaires qui se fait entre le magasin et le e-commerce, mais c'est hyper important pour des marques comme Yoplait de se positionner sur ce circuit-là pour continuer à gagner de la part de marché, ou en tout cas ne pas en perdre. Et on l'a vu tout à l'heure, c'est important pour Yoplait, mais c'est aussi important pour le marché au global. Le e-retail média, c'est aujourd'hui le 3e levier du marketing digital, c'est 12% du média digital. Et pourtant, c'est encore hyper compliqué aujourd'hui pour les marques de suivre les performances de toutes les campagnes qu'ils mettent en œuvre, d'avoir un ROI et de vraiment pouvoir, d'une part, piloter les campagnes et puis de pouvoir prendre des décisions basées sur ce qui a fonctionné ou pas et d'optimiser tout ça. Donc on a commencé à collaborer avec Yoplait il y a un peu plus d'1 an et donc à les aider à relever ces quelques challenges. Ouais, on avait pas mal de challenges sur la partie retail média, donc c'est un levier sur lequel on investit de plus en plus, mais c'est un levier qui est assez compliqué à piloter, notamment lié à la fragmentation du marché e-retail média. Et donc on a pas mal de données qui sont fragmentées
Et on a pas mal de types de données. Donc on a évidemment les données médias, les données de performance des campagnes. Déjà ça c'est compliqué de les avoir avec les retailers. Donc heureusement ils commencent à se structurer de plus en plus et ça devient de plus en plus simple. Mais malgré tout on a beaucoup de retailers et donc beaucoup de sources de données sur la partie média. On a des données de vente, des données business, des données panel, Nielsen, etc. Et puis on a des données d'exécution en rayons digitaux, donc comment est-ce qu'on performe sur les rayons digitaux d'un point de vue part de search, part de voix, nos disponibilités produits, etc. Donc comment est-ce qu'on arrive à regrouper toutes ces données à un même endroit. On a aussi pas mal de disparités dans la mesure, puisque chaque retailer, chaque régie va avoir des mesures différentes, notamment sur le ROI, sur les fenêtres d'attribution, est-ce que c'est 14 jours, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins, sur du post-click, du post-view. Donc comment est-ce qu'on arrive à unifier toutes ces mesures pour pouvoir ne pas comparer des choux et des carottes finalement. On avait aussi nous beaucoup d'inefficacité opérationnelle dans l'analyse de ces données. Évidemment, c'est très très time consuming de regarder toutes ces données et de pouvoir en tirer quelque chose. Et puis on avait aussi un gros manque de transparence sur la donnée, puisque c'est le e-commerce à la frontière entre le marketing et le commerce, donc il faut que des équipes commerciales et marketing puissent collaborer sur ces données-là, et donc on avait du mal finalement à les embarquer sur la donnée avec un manque de transparence, et un manque de transparence aussi vis-à-vis de notre comité de direction qui investit de plus en plus sur le e-retail média, et pour autant c'était compliqué de leur montrer le ROI et ce qu'on pouvait faire avec ces investissements. Donc de beaux challenges face à nous. Nous, ce qui était important pour nous et par rapport à d'autres solutions qui peuvent exister sur le marché aujourd'hui pour piloter la performance de toutes ces activations, c'était vraiment de partir des besoins d'Arnaud, de ses équipes, et de partir vraiment de ces use cases pour ensuite aller développer le back-office, toute la partie data préparation, pour que vraiment cet outil soit le plus simple d'utilisation pour les équipes Yoplait et leur permettre de répondre vraiment à leurs besoins du quotidien. Donc nous, assez simplement, on est reparti de qui doit avoir accès à cet outil, à ce dashboard, quelles données évidemment pour quelles équipes, à quoi ça doit ressembler, est-ce qu'il faut que ce soit des tableaux moches parce que de toute façon vous allez les retravailler, est-ce que au contraire il faut que ce soit plutôt joli, est-ce qu'il faut que ce soit des graphes, est-ce qu'il faut que vous ayez des vues combinées, etc. Et nous, de tous ces besoins, on a ensuite construit tout le back-office. Donc nous, on a tout développé sur BigQuery. Donc on est allé effectivement récupérer toutes les données nécessaires, et comme le disait Arnaud, de plein de sources de données, des sources de données qui ne sont pas automatisées, pas automatisables, des formats de fichiers qui jusqu'à maintenant étaient hyper différents. On a du PowerPoint, on a du PDF, on a des formats qui, d'un bilan à l'autre, d'une régie à l'autre, changent. Donc il n'y avait rien non plus de processé. Donc il y a eu un gros travail de mise ou de remise à plat de ces process pour récupérer ces données et les automatiser. Donc la création de tout ce data model, l'idée c'était que dans le back office, donc toute la donnée soit déjà préparée, tous les calculs soient faits pour que dans le dashboard, on ait vraiment juste cette notion d'affichage des données, que ce soit du coup plus rapide en chargement, etc. Voilà, donc première étape, la construction du data model, et puis ensuite toute vraiment la préparation de la donnée, l'intelligence qu'on pouvait mettre dessus. On parlait de disparité de données entre les régies. Jusqu'à maintenant, il y a des ROI, des ROS qui sont calculés de manière différente. Donc on pouvait pas se contenter de juste sur un tableau avoir des données qui ne sont pas comparables parce que pas calculées de la même manière. Donc on a tout remis à plat. Pour que vraiment, quand on compare l'efficacité d'une campagne à une autre, d'une régie à une autre, on puisse vraiment comparer les mêmes informations. Des choses très basiques aussi, hein, comme des nomenclatures de campagne, des nommages de campagne qui, entre les différents outils, étaient pas du tout les mêmes. Donc il a fallu remettre tout ça à plat. Des notions de temps aussi. Quand on reçoit le bilan d'une campagne, d'une régie qui est par exemple du 15 février au 15 mars, quand on va toper dans les données de vente, de marché, etc., on n'est pas à la campagne, on n'est même pas forcément à la semaine. Donc comment je fais pour afficher des données qui soient utilisables
du 15 février au 15 mars. Ça paraît anodin, mais finalement, ça ne l'était pas tant. Voilà, donc toute cette, voilà, un peu cette data intelligence pour ensuite mettre tout ça, en l'occurrence, dans un Looker Studio, qu'on va du coup vous montrer. Et donc voilà. Donc là, je clique et ça va partir normalement. Voilà. Donc on a travaillé sur différents onglets. Je peux pas faire de pause, donc je suis désolée, ça va peut-être un petit peu vite. Arnaud, tu me complètes. Hein. On a déjà dire que c'est pas la vraie data. C'est pas la vraie data, tout à fait. Donc ne prenez pas de photos. C'est pas le ROI de Yoplait. On a effectivement travaillé une version démo. Donc vous avez vu un premier onglet qui présente vraiment toutes les campagnes de Yoplait, avec les budgets investis, les ROI, les typologies de campagne. Là, vous voyez vraiment le bilan d'une campagne spécifique, avec donc les perfs business, le ROI, le ROAS, les performances médias. Vous avez du coup aussi des informations sur les contextes marchés, de pression média, d'approvisionnement. Vous avez ici la vue, donc ce qui chez Yoplait est appelé un temps fort, donc la notion d'une campagne, mais qui est la même sur différentes enseignes, avec du coup des systèmes de field. Vous pouvez aller chercher une campagne spécifique, une enseigne spécifique, des dates. Vous pouvez ensuite jouer avec les différents éléments, aller aussi regarder la performance d'un produit en particulier. Et ici, quelque chose qui était aussi finalement hyper important pour Yoplait et qui n'existait pas jusqu'à maintenant, c'est un planning à jour de toutes les campagnes passées, de toutes les campagnes à venir. Et donc, on a tout centralisé ici avec différentes vues par marque, par enseigne. Et voilà, et on peut combiner tout ça, et donc ça met à jour ici, donc toutes les données passées sont les vraies données. Donc s'il y a des campagnes qui ont finalement été annulées, bah, elles ont disparu. S'il y a des campagnes qui ont été ajoutées, elles le sont. Et sur les dates à venir, bah, c'est le prédictif. Et tout ça, ça a déjà permis à Yoplait de gagner quelques bénéfices. Ouais, alors d'un point de vue bénéfice, évidemment, un des objectifs de ce type d'investissement et de ce type d'outils en mesure, c'est d'aller optimiser nos ROI. Donc c'est d'aller améliorer les ROI sur chaque campagne en les optimisant, etc. Donc ça, c'est évidemment un des bénéfices premiers. Deuxième bénéfice, c'est d'être beaucoup plus informé finalement dans les décisions qu'on prend d'un point de vue stratégie d'investissement. Donc on pilote des budgets qui sont quand même de plus en plus gros. Donc comment est-ce qu'on alloue au mieux ces budgets-là d'un point de vue marque, sur quelle marque est-ce qu'il faut qu'on investisse le plus, sur quelles enseignes, à quel stade du funnel est-ce qu'il faut qu'on investisse, est-ce que c'est plutôt sur la partie haute, est-ce que c'est plutôt sur la partie basse. Donc toutes ces allocations-là, elles sont finalement assez compliquées à faire, et donc ce type de mesure nous permet de prendre des décisions plus informées. On gagne évidemment du temps, c'est du temps en moins qu'on passe à compiler de la data, donc nous on l'a estimé à 1/3 de FTI globalement qu'on fait en savings, ce qui n'est pas du savings de FTI, puisqu'on vient réinvestir évidemment ce temps-là dans la qualité des analyses qu'on peut faire ou la communication de ces analyses qu'on peut faire au reste du business. Et puis le dernier bénéfice, c'est évidemment l'optimisation opérationnelle qu'on peut faire. Donc, ce que Géraldine a montré, c'est qu'on peut aller dans le détail de chaque campagne et comprendre aussi qu'est-ce qui a fait la performance de cette campagne d'un point de vue média. Est-ce que c'était les bons mots-clés, par exemple? Mais aussi d'un point de vue opérationnel, ça reste du commerce. Donc, savoir si les bons produits étaient disponibles, est-ce qu'il y avait des ruptures de stock, etc. Mais aussi de voir, par exemple, si la pression média était plus élevée à ce moment-là. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être séquencer de manière différente le plan média, parce que par exemple mon concurrent Danone investit beaucoup pendant les Jeux Olympiques et peut-être que ça fait augmenter les enchères et qu'il faut que je décale un petit peu mon plan média pour l'optimiser. Donc voilà globalement les 4 bénéfices qu'on peut retirer de ce type d'outils et de mesures. Donc évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Avec Yoplait, on est déjà en train de développer les futurs onglets. Là, vous avez vu la première version qui avait vraiment pour objectif de compiler toute cette donnée. Et maintenant, on va plus sur du prédictif et de la décision pour vraiment se dire, OK, demain, j'ai une campagne sur telle marque, sur telle date. Par rapport à toute la donnée que tu as rassemblée ici, dis-moi quel budget, quelle régie je dois choisir, etc. Et puis, pour nous, c'est un outil qui est maintenant réplicable pour d'autres marques.
Donc voilà, on continue d'aider les marques à optimiser leur performance. Voilà, merci.